attaquer un sujet qui est extrêmement d'actualité dans nos métiers, mais pas que, et surtout au cœur de nos préoccupations, à savoir l'IA, et en particulier pour nous, hôteliers, l'IA articulée au parcours client. Donc l'objectif de la matinée, c'est d'explorer comment l'IA peut accompagner l'ensemble du parcours client, depuis la distribution, la tarification, jusqu'au CRM évidemment, au contact avant séjour, la vente additionnelle, et après pour nous permettre d'avoir un marketing ciblé, en passant bien évidemment par la réponse aux commentaires clients, puisqu'aujourd'hui on sait que ça nourrit largement les IA, et donc demain la recherche en ligne via l'IA. Merci à tous les trois donc. Alors on a eu une première présentation. Mathieu, merci d'être venu. Mathieu, tu as fondé il y a quelques années déjà LoungeUp, c'était visionnaire. Depuis, tu as revendu à The Edge et tu es à la tête de cette entité. Je te laisse redire un petit mot. Oui, bah, voilà, on a créé cette société il y a, j'ose plus dire, mais 12-13 ans, je ne compte plus. Ça s'est pas mal développé. On a été très concurrents avec mon cher voisin Tony, donc on a, je pense, tous les deux... Tu as vu que je n'ai pas dit que j'avais oui, fait ça par respect. On a tous les deux, je pense, contribué quand même à faire émerger ce sujet du CRM pour cette industrie qui est l'hôtellerie. Le CRM, ça existe dans d'autres domaines, mais il y a des spécificités liées à cette industrie qu'on a essayé d'adresser. Et dans notre développement, et pour en particulier accélérer à l'international, on s'est rapproché d'une société française qui s'appelle The Edge, que vous connaissez peut-être, mais qui est très présente en dehors de France. Et donc, ça nous a permis d'accélérer énormément en dehors de France. On a des clients au Vietnam, par exemple, là c'est un truc qu'on vient de signer. Enfin voilà, donc grâce à ce rapprochement, on accélère grandement notre développement. Tu étais aussi précurseur dans tout ce qui est hyper personnalisation. Oui, depuis toujours, on pense que le digital qui est dans nos vies ne doit pas niveler par le bas l'expérience client en général. Et dans l'hôtellerie, c'est un élément particulièrement important. Chaque client est unique et donc il faut faire en sorte que chaque client se sente unique malgré la digitalisation de l'expérience. Oui, la philosophie, c'est ça, c'est vraiment mettre l'IA au service des équipes pour permettre aux équipes une meilleure personnalisation et donc un meilleur service humain en réalité. C'est vraiment cet axe-là qu'on va explorer ensemble, je crois. Tony, un petit mot sur ta chaîne YouTube. Bien sûr. Donc effectivement, alors moi, c'est une chaîne que j'ai créée vraiment par un concours de circonstances. En fait, tout le média s'est créé... donc effectivement, Mathieu et moi, on était concurrents pendant quasiment 10 ans. Et puis moi, j'ai arrêté mon activité, j'ai vendu ma société, je suis parti faire complètement autre chose. Et j'avais envie de continuer un petit peu dans l'hôtellerie. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait deux sujets que j'avais envie de redresser. Le problème, c'est que après plus de 20 ans dans l'hôtellerie, en fait, ce que je voyais, c'est que le problème numéro 1 des hôteliers, particulièrement les hôteliers indépendants, c'est le manque de temps. Vous êtes débordés. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours un problème de petit-déj, de check-in, d'ascenseur, de ballon d'eau chaude qui a explosé. On n'a jamais de problème. Non, pardon. Jamais. J'ai imaginé que vous aviez ça. Et donc, en fait, quand on a créé ce média donc, avec mon associé, le but, c'était de pouvoir 2 fois par semaine vous donner en fait un résumé de toutes les informations liées à l'industrie, donc qui était lisible en 10 minutes, d'où le 10 minutes pour un hôtelier. Et de là, ça a évolué en une chaîne YouTube et où on va traiter principalement d'acteurs innovants avec de l'IA, des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels qui sortent, etc. Et ça fonctionne plutôt très bien. Ouais, pas mal. Un très 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 joli média d'information en tout cas. Merci beaucoup pour ce travail-là parce que ça nourrit nos réflexions, nos travaux aussi. Donc bravo et merci d'être là aujourd'hui. Chedi, la distribution. Oui, surtout le revenu management. Ce qu'on demande en tout cas à un revenu manager, c'est vraiment optimiser les performances. L'atout en tout cas chez Dwill, c'est travailler à la fois le levier chiffre d'affaires, mais aussi digital. Donc il faut obtenir le maximum de performances possible d'un hôtel et en même temps avec le moins de commissions entiers possible. Et donc quand on parle vraiment d'optimiser le chiffre d'affaires et les performances, forcément il y a un certain nombre de facteurs qui jouent et qui
en tout cas en impact principal sur la tarification d'un hôtel. Et l'idée, c'est, en tout cas au tout début, quand on a commencé avec des matrices tout simplement Excel, quand il y avait un PMS. Il y en a qui ont commencé sur multiplans ici, hein, donc je Ah tiens oui. à le dire quand même. Et donc effectivement, avec l'essor des PMS et des solutions un peu cloud, donc avec aussi l'IA, on a justement utilisé cet outil qui était hyper puissant pour essayer d'automatiser un certain nombre d'éléments, de facteurs qui permettent in fine d'anticiper, parce que optimiser les performances, c'est aussi anticiper, mettre en place une tarification et aussi un outil de distribution le plus puissant possible pour améliorer les performances. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire. On a commencé avec les macros Excel, on a développé, on a utilisé maintenant la puissance de l'IA pour justement automatiser un certain nombre de tâches, tout en gardant quand même la place, on en parlera tout à l'heure, de stratège du RM pour pouvoir toujours optimiser. Merci beaucoup. Alors l'IA, déjà, on va en parler naturellement toute la matinée, mais avant, je vous propose qu'on passe en revue une étude qui a été faite par une université valaisanne avec l'EHL Hospitality et qui reprend en réalité l'installation de notre parc informatique dans nos établissements. Cette enquête est extrêmement intéressante à plusieurs points de vue. D'abord, elle nous apprend que 75% des hôtels utilisent un PMS. 75%, ça veut dire que 25% d'hôtels européens n'utilisent pas de PMS. Moi, j'ai trouvé ça effrayant, je ne sais pas vous. Irréel. Et on a 63% des hôtels qui ont recours à un channel manager, pareil, seulement. On peut se dire aujourd'hui, avec les outils qu'on a, enfin que vous avez tous mis en place et développés, c'est finalement un tout petit score. Alors c'est une étude européenne, je n'ai pas le détail France à vous proposer. On est plutôt moins mauvais que dans d'autres régions, mais après on a aussi un paysage européen qui est fragmenté, avec des tailles d'établissements qui sont extrêmement variables. Donc ça permet effectivement d'appréhender les choses avec un petit peu de hauteur. Donc l'usage est fragmenté évidemment. 44% des hôtels ont une stratégie formalisée de RM. Ouais, c'est hallucinant et pourtant c'est un levier important de... Mais dans les 44% là, la plupart sont encore effectivement à l'intuition ou à Excel. Hein. Ouais. Ou à des tarifs juste flat, haute et... Alors ça c'est les 56 autres, mais oui, 44% seulement. Donc on a l'impression que c'est acquis, mais ça ne l'est pas encore. Donc il faut encore et toujours faire la promotion de ça. C'est important. Les indicateurs de performance clés, les KPI, qui sont majoritairement basiques. Hein. Aujourd'hui, nos hôteliers suivent leur TO, leur PM, si tout va bien, ils arrivent à faire le RevPAR. Mais au-delà de ça, on est assez limité. Et les indicateurs beaucoup plus stratégiques, comme le GOPAR, le NetADR ou les l'EBITDA, sont encore très très rarement utilisés. Pour les l'EBITDA, c'est 22%. Le GOPAR, 11% seulement des hôteliers qui s'en préoccupent. Donc on a encore beaucoup de leviers de performance et de leviers d'amélioration. Est-ce que l'IA peut être un levier de transformation ? Oui, sans doute. On remarque une accélération en réalité de l'adoption de l'IA et du numérique dans les TPE françaises depuis à peu près 1 ou 2 ans. Hein, une augmentation de 26%. Une adoption de 26% en 2025, c'est donc le double de l'an dernier. Mais dans notre secteur, on n'est encore qu'à 20%. Même si tout le monde dit l'utiliser, on n'est qu'à 20%. Et l'objectif de la table ronde, c'est précisément de montrer aujourd'hui comment l'IA peut devenir un levier concret et accessible pour chacun d'entre nous, au service de l'amélioration du parcours client. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment depuis le départ jusqu'au post-séjour et surtout un levier de rentabilité pour nos établissements. Donc je vous propose de débuter, de rentrer dans le vif du sujet en interrogeant nos experts, parce que vous avez fait tout le trajet jusqu'à Perpignan. Non mais on sait que Perpignan ça vaut le détour, Brice, mais c'est le centre du monde, oui. Voilà, donc du centre des PO, même pas. Mais vous êtes venus jusqu'ici. Donc Shady va nous permettre de comprendre et de vulgariser certains termes, et en particulier les KPI essentiels pour mieux comprendre les enjeux de la gestion de revenus.
Tony nous offrira une introduction sur l'IA, accessible pour nous tous. On ne va pas rentrer dans... On va faire très simple. On va faire basique, surtout que c'est le matin, donc on va essayer de faire Oui. approchable pour tout le monde. Et Mathieu va illustrer à travers des exemples concrets, j'espère, pourquoi ces réflexions doivent être au cœur de la stratégie. Alors tout d'abord, pour voir si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit, un petit quiz. Ça va vous réveiller. Tout le monde connaît le principe maintenant, on a déjà utilisé l'an dernier. Je vous propose de scanner. Là, tu as celui qui n'a pas compris. Donc, vous êtes prêts? Vous avez dégainé? Donc, selon l'étude européenne de 2025, quel pourcentage d'hôtels utilisent un système de RM? Non, t'en choisis qu'une. Oh là là, Nicolas. C'est bon? Vous avez le résultat? Alors, à la lecture de l'étude, à tous les trois, comment expliquez-vous l'écart réel entre l'équipement des établissements et l'usage réel qui en est fait? Tony, allez. Non, mais pour moi, il y a un vrai sujet aussi qui est là, c'est effectivement la complexité de certains outils qu'on a sur le marché. Et c'est vrai que hôtelier, c'est pas un métier d'informaticien. C'est un métier d'accueil, c'est un métier d'expérience client, c'est un métier où on a envie de faire rêver les gens, on a envie de leur faire plaisir, on a envie qu'ils repartent avec le sourire en disant voilà, j'ai vraiment vécu un moment agréable. Et c'est pas un métier d'informaticien. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a quand même énormément d'outils que vous avez. Et chacun des outils peut être plus ou moins complexe. Vous en avez certains, franchement, on dirait des cockpits d'avion, avec des indicateurs partout, c'est hyper complexe, etc. Et vous en avez d'autres qui même peuvent être très simples, mais qui en fait demandent quand même une certaine expertise, non pas sur comment utiliser l'outil, mais sur ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire que si demain vous avez une Porsche, mais que vous n'avez pas le permis, ou que vous venez de le passer, vous n'allez pas conduire comme un pilote, quoi. Et pour moi, c'est un vrai sujet qu'on a dans l'hôtellerie, c'est cette différenciation. En fait, il y a eu une espèce de course depuis 2010 à la techno, et de dire, voilà, il y a plein de sociétés qui sont créées avec de la tech, et puis avec Mathieu, on a vécu ça quand on était concurrents, où on essayait toujours de sortir le nouveau futur, etc. Et il y a un moment, il faut revenir au niveau plus proche d'un hôtelier dont ce n'est pas le métier. Et pour moi, l'IA va être un enjeu clé pour vous sortir de ce côté le nez dans les logiciels et revenir sur de l'expérience client. Oui, mais n'y a-t-il pas des barrières techniques, justement, parce qu'on a plein d'outils, tu l'as dit très clairement, qui coexistent. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner tout ça? Est-ce que ça se parle? Déjà, il y a aussi une démultiplication des outils. C'est-à-dire que moi, je rencontre très régulièrement des hôteliers qui ont 10, 12 logiciels différents pour faire tourner l'établissement. Et on ne parle pas d'un hôtel, ce n'est pas une entreprise du CAC 40, c'est une PME. Donc c'est beaucoup, 12 logiciels quand on est une équipe d'une vingtaine de personnes. Les ratios ne sont pas raisonnables. Donc je pense qu'un des challenges malgré tout, c'est de rationaliser un petit peu ça. Je ne dis pas qu'il faut un logiciel qui fait tout, parce que c'est un peu mettre tous ses œufs dans le même panier et c'est aussi bien de devancer certains risques. Deux, c'est dur d'avoir un logiciel qui fait absolument tout, qui couvre parfaitement bien tous les sujets. Mais entre 1 et 12, il y a probablement juste milieu. Et entre 3, 4, 5 outils bien interconnectés les uns avec les autres, on peut travailler déjà de manière beaucoup plus efficace. Parce qu'en fait, cette démultiplication des outils, ça implique des outils qui ne se parlent pas. Et donc, s'ils ne se parlent pas, ça veut dire des manips manuels qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Mais si on les fait, ça prend du temps. Et si on ne les fait pas, on ne tire pas le parti de tous ces outils. Je ne parle pas des coûts qui se démultiplient, etc., mais on pourra aussi aborder ce sujet. Donc je pense qu'un des freins, c'est la complexité et la démultiplication des outils. Et quand on dit démultiplication des outils, dit qu'on a plus de mal à consolider les informations et les fameuses données. Et si on n'a pas de données, on va avoir du mal à créer des choses avec l'intelligence artificielle. Ceci dit, l'intelligence artificielle peut probablement, on n'est qu'au début,
mais lisser un peu tout ça, et ces tâches manuelles qu'il faut faire pour ne pas faire parler le logiciel A au logiciel B, peut-être qu'à un moment ou un autre, ça va être un petit robot qui va le faire à la place de vous ou de vos équipes. Mais, je voulais juste revenir sur un point que tu disais qui est extrêmement important et qui participe à cette problématique, c'est qu'effectivement, bon, là, Mathieu vous parlait de l'importance d'avoir des données dans un logiciel, de les transmettre dans l'autre, mais effectivement, il y a même aussi tout cet effort manuel. Enfin, pour le coup, si on veut faire du CRM avec de l'emailing, des choses comme ça, etc., si on n'a aucune donnée sur le client, il y a un moment donné, on ne va pas très loin, où on fait une espèce de truc un peu générique, dommage. Alors qu'en réalité, c'est un outil qui peut être fantastique. Et donc, en fait, ça implique, le fait de s'équiper d'un CRM implique de devoir renseigner plus d'informations dans le PMS et de passer plus de temps, etc. Et en fait, il y a une espèce de démultiplication des tâches qui s'est créée au fur et à mesure des années et qui, en fait, va diminuer grandement avec l'IA. C'est clair que la donnée, c'est le nerf de la guerre, surtout en RM. RM. C'est ce que je comptais dire. Toi, Chélie, oui. La complexité vient du fait que la distribution s'est aussi complexifiée. En gros, avant, on avait les appels, certains tours opérateurs qui nous envoient des tarifs fixes avec des vouchers où on faisait des promos 3 égale à 2 ou autres, et que c'était hyper simple. Là, avec Booking.com et les agences en ligne qui se sont complexifiées, il était important d'avoir son stock toujours disponible, donc un PMS justement qui envoie du stock sur un channel manager, qui renvoie sur les différents apporteurs d'affaires. Et pour le coup, on était obligé d'avoir cette connectivité constamment pour être toujours en ligne et toujours visible. Et avec justement la cannibalisation de nos ventes en direct, on était obligé de s'armer par des campagnes, mais aussi en ayant au moins un outil de fidélisation, un CRM pour cibler la clientèle. Et aussi se protéger son business avec les PSP et la monétique, c'est un vrai sujet en ce moment qui, pour le coup, il faut sécuriser son chiffre d'affaires et mettre en place les outils pour récupérer son paiement. Donc, ce qui fait qu'il y avait à chaque fois des solutions et une complexification au niveau de solutions et un chevauchement même sur des solutions qui faisaient en partie la même chose. Donc, c'était assez difficile. En tout cas, la complexité, selon moi, de la distribution a complexifié aussi les outils qui deviennent un peu plus poussés pour pouvoir mieux optimiser. Alors, ils nous permettent d'optimiser, et heureusement, parce que mine de rien, ça c'est le côté hôtelier qui parle, chacun de ces outils a un coût, on les additionne. Heureusement qu'on arrive derrière à optimiser notre chiffre d'affaires grâce à eux, parce qu'en partie, ça va quand même payer ces outils-là. Mais c'est indispensable et c'est la transformation normale de nos métiers. Exactement. Merci pour ce premier point. Donc, un CRM, tout le monde sait ce que c'est ? Oui, on va voir tout de suite avec le quiz numéro 2. Alors, donc un CRM, c'est petit A, un robot qui remplit votre hôtel pendant que vous dormez. Et si seulement, moi je trouve que, bon. Petit B, le nouveau centre de congrès de Perpignan, c'est celui dont rêve Brice, mais il s'est approché de Louis Alliot hier et c'est en bonne voie. Petit C... Un système pour centraliser les données des clients et personnaliser la communication. Bon, c'est pas encore demain qu'on fera une sieste, hein. Donc non, ça ne remplira pas nos hôtels tout seul. Le robot miracle, c'est bien un outil stratégique et plus il est utilisé, mieux c'est. Un outil stratégique pour mieux connaître et fidéliser nos clients. Donc le CRM, ça nous permet la relation avant séjour déjà. Donc peut-être un mot là-dessus, Mathieu, sur comment utiliser le CRM et le perfectionner pour qu'il puisse être un vrai outil. Oui, alors CRM, on entend beaucoup de choses derrière CRM, mais l'usage le plus concret, qui crée le plus de valeur le plus rapidement, c'est effectivement d'entrer en communication avec les clients avant qu'ils n'arrivent. On oublie un petit peu, nous autres, on est quand même du milieu, on voyage, on vit, pour vous du moins, vous vivez en partie dans des hôtels, et moi je consomme beaucoup d'hôtels, on a l'habitude, mais un voyageur lambda qui séjourne une fois ou deux par an à l'hôtel maximum, qui parfois quand il séjourne à l'hôtel c'est à l'autre bout du monde, il y a un peu d'appréhension dans le voyage. Et donc prendre les devants auprès de ses clients et devancer certaines questions et leur donner les informations utiles, rien que ça va faciliter grandement la vie des clients, améliorer leur expérience, comme on dit.
Sauf que tous les clients ne sont pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des clients qui dorment dans votre établissement toutes les semaines. Il y en a qui voyagent tout le temps, jamais dans le même hôtel, mais qui ont l'habitude de voyager. Il y en a qui ont réservé 6 mois en avance, il y en a qui ont réservé hier. Et donc toutes ces spécificités-là veut dire qu'en fait, en pré-séjour, il ne faut pas raconter la même histoire à tous les clients. Et donc c'est là où, en fait, pour qu'on puisse travailler en pré-séjour correctement, il faut le faire avec des données qui soient très propres. Donc le CRM, c'est le côté visible, d'envoyer des messages, des mails, des SMS, des WhatsApp, des machins comme ça. Mais le fondamental, la structure, c'est la donnée client pour pouvoir faire des choses qui soient personnalisées. Sinon, on va niveler par le bas l'expérience client et on a plutôt perdu l'histoire. Donc voilà la première chose que je voulais dire par rapport au CRM. L'autre chose, quand vous envoyez un message à un client avant qu'il n'arrive, sur 100 clients, il y en a à peu près 80 qui vont lire le message. C'est beaucoup. C'est pas mal, hein? C'est beaucoup. C'est-à-dire que quand on envoie, je dis 80, ça varie, il y en a c'est 70, il y en a c'est 95, enfin ça dépend de la typologie de l'établissement, de la typologie de la clientèle, ça dépend aussi de la qualité du message que vous envoyez. Mais disons 80% pour faire simple, c'est beaucoup. Quand vous envoyez une newsletter, c'est plutôt 30-40%. Hein, donc, mais en même temps, c'est normal, c'est juste que les gens se préoccupent de ce qu'on va leur dire et de si tout va bien se passer pour leur séjour après-demain. Et donc, ce temps que donnent les clients, personnellement, je trouve que ça engage. C'est-à-dire qu'ils donnent 5 minutes d'attention pour lire ce que vous avez à leur dire. Et donc, ça engage à communiquer des informations qui soient pertinentes. Et donc, rappeler des trucs qui ont déjà été dits 3 fois, ça ne sert à rien. Faire passer des messages qui ne sont pas réels ou qui ne sont pas complets, ça ne sert à rien, voire c'est contre-productif. Et donc, ça, à nouveau, ça engage à envoyer des messages qui soient très pertinents et très personnalisés. Donc, à nouveau, la donnée est clé dans cette affaire. Ouais, il y a un petit point aussi qui est hyper intéressant sur tout cet aspect pré-séjour, c'est l'aspect de déstresser le client. Il y avait une étude qui avait fait Booking qui était hyper intéressante sur les raisons de stress numéro 1 des clients quand ils voyageaient. Et l'une des raisons qui ressortait régulièrement, c'est « mais est-ce que j'ai vraiment une chambre? Est-ce qu'il y a vraiment une chambre qui m'attend ?» Et c'est vrai qu'on a un peu tout ça quand on commande sur un site qu'on ne connaît pas ou quoi que ce soit. On se dit « mais est-ce que le colis va arriver ?» Il y a le même phénomène quand on voyage. Alors nous, encore une fois, comme disait Mathieu, on n'est pas du tout le bon profil pour regarder ça parce qu'on a l'habitude de voyager, on connaît les codes, on sait que c'est pas parce qu'on n'a pas reçu de mail qu'il n'y a pas de chambre. Mais le voyageur qui n'est pas habitué, lui, peut avoir ça. Et au moment où il reçoit un mail de votre part, un mail, un WhatsApp, un SMS, peu importe, en fait, il va se dire « Ah, j'ai bien une réservation ». Et on a effectivement ce problème d'avoir un très haut taux d'annulation dans l'hôtellerie. Et c'est un problème qui est là et qui augmente. Mais on sait que les clients ont tendance à réserver plusieurs hôtels et ensuite à n'en garder qu'un au final. Si vous avez fait la démarche de rentrer en contact avec votre client avant qu'il arrive, il y a beaucoup plus de chances qu'il n'annule pas chez vous et qu'il reste chez vous. On avait fait une stat, alors c'était il y a quelques années, mais on avait vu que certains hôtels étaient arrivés à baisser leur taux d'annulation, des fois de 15-20%, juste avec des vraies démarches pré-séjour. Et là, je rejoins vraiment sur ce que disait Mathieu, mais par contre, personnalisé. L'espèce de truc un peu standard, c'est bien, mais c'est mieux que rien, mais c'est pas top. Donc vraiment un aspect personnalisé. Juste, je rebondis là-dessus, ça me fait penser à un exemple d'un hôtel, un de nos clients à Paris, près de la gare Montparnasse, avec une chambre, c'est un hôtel qui est assez récent, et une des chambres a un problème de climatisation. Et ce n'est pas le problème qui va se régler comme ça, il faut aller sur le toit, changer tout le bloc de clim, enfin c'est un gros sujet, donc ça ne va pas se... Ça arrive, bon voilà. Plutôt que de ne rien dire et croiser les doigts que les clients finalement n'aient pas besoin de clim, ils ont pris les devants, et pour les clients qui ont réservé dans cette chambre numéro, je ne sais pas combien, 21, il y a un message spécifique qui est envoyé en disant « Nous vous informons qu'il y a un problème de climatisation, on est désolé, si vous le souhaitez, vous pouvez annuler, mais sinon on vous dédommagera de je ne sais pas quoi ». En fait, le fait d'avoir devancé le problème, informé qu'il y aurait un problème, ça annule très peu au final, mais il n'y a plus d'esclandre à la réception parce qu'en fait, il n'y avait pas de clim. Apparemment, cet été, c'était bien utile de pouvoir faire ça. Donc, c'est toujours ce sujet d'aller percer un peu les abcès avant qu'ils pourrissent.
Ouais, clairement déminé. Et tu disais que ça réduisait le taux d'annulation, ça réduit aussi beaucoup les no-shows en réalité. Parce Oui. que quand on a par exemple des clients corporate qui réservent pour 20 dates en début d'année et puis leur planning change, parfois ils oublient de toute bonne foi d'ailleurs qu'ils ont une résa. Quand ils ont le mail de pré-séjour, tout d'un coup ils se réveillent et mais non, en fait mon planning a changé, je viendrai pas, etc. Et c'est hyper appréciable. Ouais, et d'ailleurs, c'est vrai que, bon, aujourd'hui, bon, tout le monde, envoyer des emails, etc., tout le monde le fait. Faire des communications sur WhatsApp, par exemple, c'est aussi des choses qui se font, mais qui sont beaucoup plus personnelles. Et donc, généralement, les gens qui font du démarchage vont éviter de le faire. Mais là, dans le cadre d'un pré-séjour, vous pouvez complètement le faire. C'est pas un problème. Au contraire, le client sera content que vous lui envoyiez un petit message en disant, voilà, on voulait juste vous rappeler que votre chambre est prête, on vous attend. Rien que ça, les clients seront contents. D'ailleurs, c'est ce que quand on loue une maison en dehors de l'hôtellerie, on loue une maison l'été, etc. Très souvent, avec le propriétaire, on discute par SMS et par WhatsApp. Et donc, si on veut humaniser l'expérience dans l'hôtellerie, il faut aussi reprendre ses codes et ses usages. Simplement de manière industrielle. Les pirates l'ont bien compris, puisqu'aujourd'hui, les piratages Booking passent oui. via WhatsApp. Ça, c'est un autre... Donc, c'est effectivement un autre sujet, mais ça fait partie. J'allais juste dire que pour nous, en tout cas côté revenu management, l'outil CRM permet d'identifier le client en amont, savoir si il fait partie du segment loisirs, corpo. Donc, c'est assez important de qualifier le client pour pouvoir éventuellement le recibler après, ou pas d'ailleurs. Il vaut mieux d'ailleurs, c'est une erreur commune sur laquelle on accorde plutôt des avantages ou des codes promo à des clients fidèles. Ça, pour le coup, je vous le déconseille parce que c'est vraiment de la dilution de chiffre d'affaires tout court. Et l'idée, c'est plutôt leur offrir un service, un surclassement, de pouvoir choisir sa chambre si c'est utile. Et surtout, c'est un client VIP que vous avez intérêt à garder. Et donc, sur l'autre aspect, c'est essayer d'utiliser par la suite, quand on qualifie un peu la base ou les clients ou les segments, pour pouvoir utiliser le CRM pour cibler les basses saisons, les périodes un peu plus compliquées pour améliorer le remplissage et le revenu sur cette période en fonction des fenêtres de réservation. Donc un peu, c'est les deux volets dont on a besoin du CRM pour l'établissement, en tout cas pour optimiser les performances de l'établissement. Clairement, et pour ça, il faut que le CRM arrive à parler au PMS. Hein, c'est ça. La donnée, c'est la nerf de la Petite guerre. question du jour sur le PMS. Allez. Est-ce que tout le monde connaît l'acronyme de PMS? Alors, petit A, please make sales. Petit B, property management system. Et petit C, partnership management software. Ah, il y a eu de la réflexion quand même. Hein. On verra les résultats tout à l'heure si vous avez été bien attentifs. On a les noms ou pas? Pardon? On a les noms avec les résultats ou pas? Non, il n'y a pas les noms. Ça serait drôle, mais... Très drôle. Bon, par contre, j'entendais, je voyais que ça parlait beaucoup avec les voisins, etc. Si vous avez des questions ou des interventions, vous pouvez nous couper. Vous faites coucou à Alexandra pour réclamer le micro. C'est possible aussi. Hein? Oui, si Brice a des ouais, questions. Brice, il a sûrement un truc à râler. Non, juste, je peux me permettre de poser une question. Non, mais... Vous parlez du taux d'annulation qui réduit en enclenchant du conversationnel. Alors, moi, je suis un gros fan de WhatsApp Business. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On n'était pas dissipé, présidente. On parlait boulot, où je disais que j'ai réussi à augmenter justement le chiffre d'affaires des services généraux, en fait, à travers la communication WhatsApp pendant le séjour. Mais c'est vrai qu'en anticipation de séjour, enclencher trop tôt la communication, je trouve, avec les visiteurs, le problème, c'est qu'on est déjà dans la fenêtre des J-2, J-5, ça dépend des périodes, qui bloquent l'annulation. Donc, vous recommandez d'enclencher la conversation, par exemple, si on est sur une annulation gratuite jusqu'à J-5, pour une nouvelle réservation, vous incitez à envoyer la conversation à J-7 ? Je trouve que ça fait un peu tôt pour commencer à balancer les infos. Ça dépend vraiment du... C'était l'enchaînement parfait, puisque on y arrivait. Non, mais ça dépend du profil du client. En fait, le truc, c'est, encore une fois, il y a le loisir, il y a le corporate, il y a celui qui vient de 100 km, il y a celui qui vient de 3500 km. En fait, il y a beaucoup de facteurs. Dans tous les cas, envoyer une conversation très peu de temps après la réservation pour simplement reconfirmer, c'est déjà un premier élément. Et après, il peut y avoir plusieurs messages qui vont se déclencher. Enfin, typiquement, vous avez un Américain qui arrive pour 3 jours, et
on va faire l'exemple standard. Américain, 3 jours, vient en couple avec 2 enfants. Okay, forcément, ils vont avoir beaucoup de bagages. Mais si vous le contactez 10 ou 12 jours à l'avance en disant vous allez arriver, vous avez beaucoup de bagages, il va falloir faire un shuttle, est-ce que vous voulez qu'on vous organise ça? Ça fait du sens. Typiquement, alors de l'autre côté, le corporate qui vient toutes les semaines, si on lui envoie 7 jours à l'avance, bon. C'est là où sur la collecte de données, l'hôtelier devient informaticien, les amis. Et c'est là où, mais c'est là où l'IA après va faire des trucs extraordinaires pour justement simplifier tout ça. Et puis ces choses-là, on peut les définir une fois pour toutes, puis après on les met sur pilote automatique. Évidemment. On définit ces scénarios, puis après ça peut marcher tout seul. Mais il y a aussi un sujet, c'est quel risque vous avez ou quelle appréhension au risque vous avez par rapport aux annulations. Et puis sur votre établissement, quelle est la probabilité que vous réussissiez à vendre en last minute? Il y a des établissements à Paris, une chambre libre le matin, elle va être vendue le soir. Donc c'est pas très grave s'il y a des annulations. Au contraire, dans d'autres régions, s'il y a une annulation, on sait que c'est cuit. Donc là, on a peut-être intérêt à être un peu plus malin et attendre un peu la date limite de l'annulation pour envoyer le message. Donc il n'y a pas une règle absolue. Qu'est-ce que pour vous un bon PMS? Oh là là. Question suivante. Alors. Qu'est-ce qu'un bon PMS? Donc ma question initiale, c'était pour vous, qu'est-ce qu'était un bon PMS? Puisque moi, j'ai 2 marques hôtelières, une complètement indépendante qui est la marque Brit Hotel. Et aujourd'hui, Brit Hotel, pour la majorité, on est chez Vega. Vega a sa limite. On l'a bien vu. Ouais, voilà, j'entends des... Ouais, voilà. Sauf que moi, chez Accor, je suis chez Opera Cloud, où là, on a pris une dimension complètement différente. Donc, en fait, ma question, c'est qu'est-ce qu'un bon PMS, qu'est-ce qu'un hôtelier indépendant aujourd'hui par rapport à son besoin en termes de PMS, et qu'est-ce qu'il doit avoir finalement pour qu'il puisse travailler avec tous les outils que vous proposez, qui doivent être forcément merveilleuses, mais et forcément pas chères. Alors, forcément pas cher. Je pense qu'on aura chacun une réponse un peu différente en fonction de nos spécialités. Pour moi, le PMS, c'est vraiment l'équivalent du cœur dans le corps. C'est le point central Stratégique, oui, de votre hôtel. Et si aujourd'hui, votre cœur n'est pas connecté à quoi que ce soit d'autre, il y a un moment donné, vous allez marcher, puis vous allez tomber, puis ça ne va pas le faire, quoi. Pour moi, le point de base avec le PMS, c'est son hyper-connectivité. Et pas dans le sens qu'il est déjà connecté à tout, mais qu'il est connectable facilement. Bon, là, vous avez parlé de Vega, on est dans un extrême absolu d'environnement fermé. Et même Brit revient sur Vega, enfin, en tout cas, conseille de passer sur autre chose, Mr Booking ou Thaïs, où ils ont déjà. En fait, le problème, c'est que moi, je ne sais pas quoi choisir. Alors, je laisse Tony finir. Qu'est-ce qui est bon pour mon établissement? Aujourd'hui, j'ai un hôtel-restaurant, donc forcément avec un PMS hôtelier et restaurant. Qu'est-ce qui se connecte avec quoi? En fait, c'est hyper nébuleux, quoi. Ça veut dire qu'on nous conseille tout et son contraire. Ouais. Et la question, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que demain doit avoir mon PMS? Eh bien alors, justement, donc pour terminer sur cette partie connectivité, l'idée, c'est pas de regarder avec quoi il est déjà connecté. Mais c'est plutôt, en fait, quelles sont les barrières qu'il va mettre aux sociétés qui veulent se connecter à lui. Il y a eu une époque, Opera demandait un petit billet de 40 000 € juste pour avoir le droit de commencer à se connecter à eux. Donc je peux vous garantir que quand vous êtes une petite start-up de 3 copains dans une cave qui ont une bonne idée, les 40 000 € on les a pas. Donc typiquement c'est une barrière. Vous avez certains PMS, peut-être toi Mathieu. Non, mais non. Lui il rigole, les 40 000 € il n'a pas quoi. Je me souviens. Bah oui, je sais que tu te souviens. On a bricolé des trucs pour... Oui, on en a bricolé. Mais donc voilà, donc ça par exemple, c'est un type de barrière. Une autre barrière, ça va être le PMS qui va vous demander en fait 36 hôtels de test, etc. Pour pouvoir se connecter à eux. Et donc là, pour la petite société qui a une idée brillante, c'est pas possible. Donc vraiment, en fait, c'est de savoir à quel point le PMS est complètement accessible et limite, n'importe qui peut se connecter à lui sans que lui ait même besoin de s'en occuper. Ça, pour moi, ce serait vraiment un prérequis d'un PMS idéal. Je ne vais pas donner de nom. Mais moi, attention, ça c'est un point. Il y en a probablement d'autres. Comment nous, on peut évaluer cette capacité Il faut le demander au PMS. PMS, oui. on peut évaluer qu'il ne va pas vous dire qu'il est complètement fermé. Non, mais une petite ligne dans le contrat, ça fait...
d'un coup, s'il dit « Ah, c'est compliqué de le mettre cette ligne dans le contrat. » Ah, vous voyez ce que je veux dire? Normalement, un vrai PMS qui serait ouvert, il n'y a aucun problème. Vous avez des PMS, ils ont une API qui est disponible. Donc une API, c'est un langage pour pouvoir parler à un logiciel. Et vous allez sur leur site web, tout est disponible, il y a toutes les procédures pour se connecter, c'est hyper simple. Moi, demain, j'ai une idée de start-up, je me lance, je me connecte, c'est fait en quelques jours. C'est vraiment un point essentiel pour moi. Mathieu Chidi, vous aviez aussi des éléments de réponse. Non, il y a plein de... Moi, je prends un des trucs quand même à faire, c'est peut-être identifier quelques confrères qui ont des typologies d'établissements à peu près équivalentes et aller leur parler. Franchement, il y a un des trucs sympas dans cette industrie, c'est que les gens se parlent et finalement, à part vraiment le voisin, pas trop concurrents les uns avec les autres. Et donc pas hésiter à aller voir le confrère qui utilise... Le problème, c'est que chez Britotel, en fait, mon confrère, il va aller chez Lynn, il va aller chez... Mais est-ce que réellement ça marche? On est en période de test. Combien est une période de test? Si c'est 6 mois, 1 an, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut peut-être trancher. Donc, il faut sortir, il ne faut peut-être pas aller voir que les Britotel. Hein. Ouais. Les hôtels indépendants, hôtels-restaurants indépendants, il y en a en Bretagne, il y en a plein, et ils utilisent tous ces outils. Donc avoir ce feedback, je pense que c'est important. Il faut aussi écouter les vendeurs. Ils ont des choses, je suis moi-même vendeur, de manière générale, on essaye d'être assez honnête, et dans ce marché-là où tout le monde se connaît, de toute façon, si on n'est pas honnête, ça se voit vite. Oui. Mais enfin, quand même, le feedback des confrères, c'est intéressant. C'est aussi être assez clair sur ce qu'on attend du PMS. C'est pas à dire, faut avoir un petit cahier des charges en tête. Alors ça peut être une page A4 où on a listé les 15 points absolument essentiels. Donc un des points, c'est se connecter avec les outils sans que ça me coûte un bras, etc. Mais il y a d'autres fonctionnalités. La monétique, par exemple. La monétique, rajouter aussi. Oui. C'est devenu hyper important. Mais arriver un petit peu, avoir fait un peu ces devoirs en amont, de lister les attentes. Okay. Puis après, il y a aussi des sujets un peu moins fonctionnels. C'est est-ce que c'est une boîte qui va faire du support en français? D'ailleurs, est-ce que le support c'est par téléphone ou par email? Quels sont les temps de réponse moyens, etc. C'est quand même des critères qui sont importants et qui font la différence. Les coûts cachés, mais ils sont tellement cachés que c'est pas toujours facile de les devancer. Mais... Pas de Vega qui gérait tout. Ouais. Moi, j'ai vécu le passage de Vega sur un autre. Vega gérait tout. C'était le LADA, quoi. Il était au GPL et puis il passait partout. Je suis passé sur un truc beaucoup plus moderne, mais par contre, je te le dirai après, je ne vais pas le dire au micro. Et par contre, tu es obligé de prendre toute une sphère. Les 12 partenaires, ils y sont, mais ça marche très très bien, mais il y a des coûts cachés et on le voit sur le bilan. Mais, Olivier. Oui, non, moi, juste regard basique d'hôtelier, il faut surtout analyser ses besoins. Hein, on part quand même de nos besoins à nous, parce que Opera Cloud, pour un 20 chambres sans restaurant, sans bar, sans spa, sans rien... Mais c'est imposé par accord. Oui, mais typiquement, voilà. Oui. Donc là, il n'y a pas le choix, mais j'allais dire l'indépendant de 20 chambres sans service annexe sur Opera Cloud, c'est un peu surdimensionné quand même. Donc là aussi, avoir une étude bien complète de ses besoins, parce que c'est ça qui va derrière engendrer les interconnexions dont on peut avoir besoin, typiquement sur le spa, les ventes additionnelles de forfait, etc. Et c'est cette analyse-là qui permet de poser les choses. Et après, oui, je pense que les marchands aujourd'hui sur le marché sont assez honnêtes quand même par rapport à ça. Chedi, un mot là-dessus? Non, j'allais dire qu'il n'y a pas de PMS idéal. Il faut toujours un choix. Enfin, il faut définir son cahier des charges. En gros, si vous avez de la restauration, combien de couverts? Si c'est vraiment juste de la restauration, une vingtaine de couverts, pour le coup, ils vont mieux utiliser des POS de certains PMS qui sont connectés. Parce que... Hormis Vega. Non, c'est clair qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Je sais qu'il y a un vrai Sur l'interconnectivité avec la restauration, c'est insupportable. C'est insupportable. Il y a un vrai sujet. Et... On va juste essayer de s'écouter, parce qu'en même temps, comme c'est capté, sinon ça va être extrêmement compliqué. Non, je voulais juste revenir aussi sur... Brice. Ouais, je voulais juste revenir sur un tout petit point qu'a dit Mathieu, où il parlait du support. C'est vrai qu'aujourd'hui, de tous les logiciels que vous avez, il n'y en a pas un seul qui est réellement critique s'il plante, sauf le PMS. C'est-à-dire que demain, votre système de revenu management ou votre CRM plante, c'est embêtant. Mais si ce n'est pas résolu dans l'heure, ce n'est pas grave. Si c'est résolu dans les 24 heures, ce n'est pas dramatique. Un PMS qui plante,
Si ce n'est pas résolu dans l'heure, c'est dramatique. Donc typiquement, voilà, il y a des fois, c'est vrai que vous avez tout le côté techno, etc., qui est extraordinaire, mais ce côté-là, il ne faut pas oublier que c'est hyper important. Et d'ailleurs, et là je reviens sur les sujets de l'IA, parce qu'on voit de plus en plus des gens qui utilisent l'IA pour faire du support client, et ça c'est aussi un sujet qui est à traiter avec le PMS. C'est-à-dire que l'IA va pouvoir vous aider sur problème de mot de passe, ou cliquer pour trouver tel reporting, etc., la question basique, mais le moment où vous avez un problème un peu plus complexe, dans quelle mesure vous allez pouvoir effectivement parler à un support en français, rapidement, qui connaît votre dossier, etc. Ça fait partie des questions quand vous faites votre cahier des charges PMS. Clairement. Merci de recentrer un peu sur l'IA. Oui, je tenté de revenir. Joli. Est-ce que l'IA, justement, peut nous permettre de mieux performer sur les upsells? Est-ce qu'on arrive à combiner aujourd'hui l'IA et le CRM? Oui, déjà, l'IA, il y en a aussi à des endroits. Il y a beaucoup d'IA dans les outils qui n'est pas visible et qui n'est pas appelé IA en soi. D'ailleurs, IA, c'est un terme. Quand est-ce que tu fais le petit mot sur l'IA d'ailleurs? Il y a beaucoup de choses derrière ça. Il y a la fameuse IA générative, ChatGPT, là, qui pond du texte. Mais l'IA, c'est bien d'autres choses. Et le fait de traiter des données et d'aller intelligemment recouper les données les unes avec les autres, c'est déjà des choses qui font partie de la grande famille de l'intelligence artificielle. Donc il y a déjà de l'IA dans les outils CRM sans qu'on le sache et sans qu'on en fasse un pataquès. Parfois l'IA n'est pas non plus la réponse à tous les sujets. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi où il faut juste... il n'y a pas besoin d'avoir des outils aussi compliqués qui consomment d'ailleurs, on pourrait en parler, autant d'énergie pour faire des choses qui sont assez basiques. Je me suis pris l'autre jour à jouer avec ChatGPT pour travailler une image et en fait ça m'a pris un quart d'heure, ça m'a amusé. Mais avec Photoshop, je l'aurais fait en 3 minutes. Et je n'aurais pas démarré une centrale nucléaire pour faire les calculs, etc. Donc, parfois, l'IA n'est pas non plus utile à toutes les étapes. Pour ce qui est du parcours client et tout ce qui est pré-séjour, je pense que l'IA peut être utile pour se challenger un petit peu en disant « j'ai pensé à ça et à ça comme prestation à proposer à mes clients avant qu'ils n'arrivent. Qu'est-ce que tu en penses ?» C'est toujours intéressant d'avoir le feedback de ce LLM qui va dire « Ah oui, c'est pas mal, mais pense aussi à proposer un kit apéro pour les clients qui arrivent le vendredi soir, j'en sais rien. » C'est des choses qui peuvent sortir auxquelles, dans son quotidien, on n'aurait pas forcément pensé. Donc l'IA, c'est pas forcément à l'intérieur des outils, c'est aussi comme un assistant au quotidien. Et puis après, l'IA, c'est aussi, ça c'est des choses qui sont déjà dans les outils. J'écris du texte un peu au kilomètre, mais je vais lui demander en un clic de réécrire correctement dans un langage qui va bien et dans le ton que j'utilise par rapport à mon établissement. Ça, c'est des choses qu'on peut déjà faire avec l'IA et qui sont déjà inclus dans un certain nombre d'outils comme ceux dont on s'occupe par exemple. Donc voilà des usages qu'on peut avoir de l'intelligence artificielle. Mais en même temps, aujourd'hui du moins, je ne dis pas que ça ne viendra pas, mais... Aujourd'hui, ce n'est pas les IA qui vont automatiquement envoyer... Enfin, techniquement, ça serait déjà possible, mais il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à donner la main à l'IA pour définir s'il faut envoyer le message maintenant ou dans 2 heures. C'est beaucoup de choses pour pas beaucoup de valeur au final. Oui, d'ailleurs, je voulais juste, parce que tu l'as mentionné, c'est vrai que j'avais dit que je le faisais, je voudrais juste remettre un petit peu, enfin reclarifier un peu ce sujet de l'IA. Et c'est vrai qu'on a tous ce côté un petit peu anxieux où l'IA est dangereuse, il y a plus d'informations sur attention, c'est où vont les données, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier, puis là je regarde la salle, on vient tous d'une génération 2000 et un petit peu avant, il me semble, et en fait on a été un petit peu. Non mais voilà, j'ai essayé, en fait j'ai scanné puis je dis hop, ok, on a à peu près est tous très jeunes dans nos têtes en tous les cas. Oui. Non mais on vient de cette génération où on a été bercé à l'IA, c'est le mal. Moi quand j'étais petit, mes films de référence, Terminator, Robocop, Robocop, le méchant c'est une IA, Terminator, Skynet, là c'est carrément l'IA qui a pris le contrôle voilà, c'est la guerre, les machines contre les hommes. Plus tard, Matrix, l'agent Smith, c'est une IA. Quand on regarde même des dessins animés pour enfants, Wall-E. Wall-E, ce petit truc très mignon, Wall-E, le méchant, merci.
Et j'ai 2 filles, je l'ai vu 450 fois. Le méchant, c'est une IA. Mais en fait, on a été bercé dans cette culture de l'IA est le mal et l'IA est intelligente et elle va nous dominer. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'IA a aucune forme d'intelligence, aucune. L'IA, c'est juste une quantité de probabilité. Et on a l'impression que c'est extraordinaire aujourd'hui parce que, Mathieu a donné ce mot, on a ces fameux LLM, qui sont en fait ces systèmes de chat, ChatGPT, Claude, Gemini, etc., où on peut papoter. Mais en réalité, l'IA existe depuis très longtemps. Enfin, quand on allume Waze pour savoir quel est le meilleur chemin pour aller là ou là, c'était déjà de l'IA. Et Waze, ça existe depuis trop longtemps, très très longtemps. Donc voilà, en fait, l'IA est partout, on l'utilise et juste maintenant, on en parle beaucoup plus parce qu'il y a ce système-là. Mais ce n'est pas intelligent. Il y a eu des tests qui ont été faits qui montrent qu'en fait, l'IA ne fait que répéter des schémas déjà connus. Et dès qu'on sort des schémas connus, l'IA ne comprend plus rien. Parce que ce n'est que des probabilités. Elle se dit, bon ben voilà, si on me dit ça, la probabilité que la réponse, c'est ça. Mais elle n'est pas en train de réfléchir. Et par contre, là où effectivement Mathieu avait un point qui était très intéressant, c'est comme elle a assimilé énormément d'informations, vous pouvez lui poser des questions, mais plutôt comme si vous alliez dans une bibliothèque et que vous ouvriez des livres, mais en fait, vous le faites très rapidement. En disant, bah, tiens, sors-moi les informations qui ont été données sur tel type de client, tel type d'upsell, etc., etc. Ce message-là, il doit être envoyé à un businessman. Réécris-le pour que ça corresponde à ton business. Le même message doit être envoyé à un couple qui vient pour la Saint-Valentin. Réécris-le pour donner un côté un petit peu plus Saint-Valentin, romantique, etc. L'IA va le faire, mais elle ne va pas inventer quelque chose. Elle va se contenter de prendre des modèles déjà préétablis et de les appliquer à votre truc. De la même manière que vous pourriez aller sur Google et dire trouve-moi un document sur comment écrire un texte business ou comment écrire un texte romantique, et vous pourriez le faire vous-même. Donc voilà, l'IA, c'est pas si intelligent que ça, mais c'est très utile. Donc ce que tu as résumé, c'est la différence entre l'IA générative et un peu le machine learning, si je comprends bien. Et en gros, l'IA générative, avec l'essor des LLM, c'est la partie un peu visible, qui a rendu un peu ChatGPT et puis toutes les infos, tout ce qu'on entend sur ChatGPT et autres. Et le machine learning, c'est ce qu'en tout cas en termes de RM qu'on utilise souvent, c'est justement un certain nombre de données qui permettent justement, en entraînant un agent, de prendre les bonnes décisions. Si réellement on manque de clientèle corpo parce que la fenêtre de réservation de ces clientèles-là n'est pas encore arrivée, bah pour le coup, l'IA recommande de faire une action, peut-être via le CRM, pour envoyer automatiquement ou pas un email pour justement avoir ce segment-là. Mais même là, ce dont je vous parle, ce fameux machine learning, donc le fait d'envoyer plein d'informations à une IA qui va les étudier et tenter des choses, ça reste quand même des probabilités. C'est-à-dire que si demain on voulait lancer une IA dont le but ce serait Tony, pose ta main sur l'épaule de Mathieu, et bien en fait l'IA qu'est-ce qu'elle ferait? Elle ferait n'importe quoi. Un coup elle ferait ça et elle se dirait est-ce que la main est plus proche de Mathieu? Non, donc c'est moins un point. Ça, est-ce que la main est plus proche de Mathieu? Oui, c'est plus un point. Ça, non, c'est moins 2 points. Et en fait, à force de faire ça, au bout d'un moment, elle va avoir un espèce de truc en disant si je fais ça, je gagne des points. Et donc, au bout d'un moment, hop, j'arrive, j'ai fait ça. Et très rapidement, ça donne ça. Mais c'est que en fait, elle a étudié des probabilités. C'est tout ce qu'elle a fait. Voilà. Oui, mais ça, il y a plein de trucs qu'on fait nous avec l'intuition en réalité. Nous, on sait que si on fait ça, on est chez Mathieu, quoi. Ah ben complètement. Donc, est-ce que demain, l'IA va nous permettre d'être meilleur que notre intuition, ou est-ce qu'il faut qu'on arrive à combiner les deux? Comment on travaille sur le RM en particulier? C'est justement, il faut combiner les deux. Il y a des actions sur lesquelles on peut faire confiance à l'IA parce que, je ne sais pas, par rapport aux concurrents, par rapport à l'historique de l'établissement, l'IA, en tout cas, on l'a fait apprendre par des agents pour pouvoir anticiper et donner des tarifs recommandés. Et par contre, rien ne remplace le RM qui, pour le coup, connaît son marché, connaît son hôtel, essaie avec l'équipe commerciale d'aller chercher, je ne sais pas, du MICE, du séminaire et éviter la recommandation de l'IA de baisser le tarif, par exemple. Essayer de faire son commercial et aller chercher des nouveaux apporteurs d'affaires. Pour le coup, il faut utiliser son intuition et son savoir-faire. Et il y a quand même un outil puissant qu'il faut quand même exploiter et utiliser à fond. Et est-ce que tous ces outils-là sont pertinents pour des petites structures situées typiquement en ruralité, avec pas forcément les mêmes fluctuations de demande que sur des zones saisonnières ou urbaines, etc. Est-ce que c'est accessible et intéressant pour tout type d'hôtel en termes de gestion? Alors c'est vrai que c'est moins critique que des hôtels centre-ville où il y a vraiment ce qu'on appelle la tension de marché par rapport à la demande.
mais ça reste quand même utile pour anticiper. On n'est pas tout le temps devant son écran pour essayer de voir est-ce qu'il nous manque tel apporteur d'affaires ou tel segment. Pour le coup, l'IA, son rôle, c'est justement de nous inciter ou nous anticiper pour pouvoir prendre la bonne décision. Après, je vous avoue, oui, ce n'est pas non plus critique versus d'autres établissements où il y a un peu plus de profondeur de marché qui nécessite réellement la présence d'outils dotés d'IA pour la performance. Mais un exemple, et même là, même pour un hôtel qui se répare effectivement dans un endroit où il y a une énorme tension de marché, c'est les événements. Aussi, oui. Typiquement, enfin, demain, il y a un événement qui apparaît proche de votre établissement pour dans X mois. Mais le temps de vous savoir qu'il y a cet événement, de vérifier que cet événement va avoir un impact, parce qu'il a une certaine distance, parce qu'il va attirer une certaine quantité de personnes, que ces personnes-là vont être des personnes qui vont aller à l'hôtel, etc. L'IA peut vous faire ça quasiment en instantané et vous dire, tiens, pouf, elle vous envoie un petit message, attention, il y a un événement qui vient d'être annoncé dans la région de ton hôtel, ça vaut le coup que tu aies jeté un petit coup d'œil sur tes prix, normalement il faudrait que tu les montes de temps. Mais c'est un gain de temps, c'est vraiment un gain de temps. Typiquement, Voilà. c'est ce qu'on a développé nous, c'est effectivement essayer d'avoir, avec un certain nombre d'URL, l'IA nous liste tous les événements, elle nous donne même par transport en commun la distance par rapport à l'établissement, donc ça permet d'avoir un degré d'importance de l'événement pour l'établissement, pour pouvoir justement éduquer l'IA si la distance est proche par rapport à l'événement, donc déjà nous alerter sur l'événement, si la distance est proche, donner, pas l'instruction, mais en tout cas inciter à avoir une recommandation tarifaire plus importante. Et c'est grâce aussi à l'IA. Il y a une question apparemment. Oui. Bonjour. Bonjour. Pour mettre en place l'IA, en fait, pour l'utiliser efficacement, il faut quand même un historique, Oui. que l'IA donc est l'historique. Donc, lorsqu'on n'a pas du tout utilisé l'IA au cours des dernières décennies, quel est le temps de mise en place pour l'utiliser efficacement dans l'établissement? Parce qu'il faut qu'elle se fasse un historique, j'imagine, puisque le PMS actuel, lui, n'a pas enregistré tout ça. Donc, comment ça se passe concrètement? Pour du revenu management, précisément? Ou de manière, parce que en général, ça peut être plein de choses. Au général, voilà. Parce que déjà, l'IA, maintenant, elle doit être... sur le revenu, c'est très important, parce que c'est ce qui va nous permettre d'optimiser le chiffre d'affaires. Mais sur le reste aussi, pour être quand même dans une démarche dynamique et numérique 100% efficace. Je vais plutôt vous répondre concrètement. Ça dépend de quel outil vous allez utiliser pour vos décisions tarifaires. Avec un certain nombre de PMS, on arrive quand même à avoir vos historiques de changement tarifaire qu'on load et qu'on entraîne l'IA dessus. Et ça permet justement d'avoir les bonnes recommandations tarifaires. Après, si vous utilisez des channels, en tout cas des outils que je ne vais pas citer sur lesquels vous changez automatiquement vos tarifs, là je vous avoue que l'IA, elle apprendra au fur et à mesure de vos décisions tarifaires. Donc on ne peut pas se baser sur l'historique des décisions. Mais par contre, elle utilise vos données d'historique de chiffre d'affaires, de remplissage et tout, pour essayer d'anticiper, de vous aider à budgétiser, en tout cas avoir un chiffre d'affaires cible jour par jour que vous déclinez presque en divisant par le nombre de chambres que vous avez, un tarif de base qui vous sert à loader au tout début et surveiller par la suite la montée en charge. Ça, on le fait. D'accord, donc c'est vous qui extrayez les informations du PMS pour les transférer PMS vers l'IA. si vous utilisez un PMS two-way sur lequel il laisse la donnée par rapport à vos historiques de prise de décision, on peut entraîner l'IA dessus. D'accord, donc c'est quand même plus simple de se connecter, de faire le changement quand on utilise le PMS pour les changements de tarifs, tout ça, qu'un channel manager. Non, je n'ai jamais dit ça. Non. Je dis par rapport à l'historique. Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas d'historique par rapport aux prises de décision? Mais sur le channel manager, il n'y a pas d'historique. Non. Voilà, non, tout est sur le PMS. Donc j'ai évité de citer certains où il n'y a pas du tout d'historique, sur lequel, pour le coup, on part vraiment d'une page blanche, où on se base sur l'historique qu'on a sur le PMS. D'accord. Et donc, quand on part sur une page blanche, pour que ce soit efficace, oui. Il faut 6 mois, 1 an Alors, honnêtement, pour tous ceux qui vendent des RMS, qui vous disent non, l'IA est magique, sur lequel elle va tout de suite vous donner des recommandations tarifaires pertinentes, ça, permettez-moi d'en douter. J'en fais, donc pour le coup, non, il faut rester prudent, il faut un peu plus de temps, essayer d'éduquer à l'IA comment faire. Ou sinon, vous savez, comme des outils utilisés par des enseignes sur lesquels c'est juste un comset de concurrents. En gros, l'IA vous cale un peu au tarif de vos concurrents, pas plus. Et ça, ce n'est pas l'IA qu'on vous conseille. Pour nous, la vraie valeur ajoutée de l'IA, c'est anticiper.
pour le coup, il faut du temps pour éduquer cette IA. Mais après, il y a un vrai sujet, c'est qu'on a tendance à penser que l'IA, et là je parle du point de vue revenu management ou même du point de vue juste corriger un mail avec ChatGPT, que c'est un espèce d'outil magique où on clique sur un bouton et on passe de avant je faisais un truc à je le fais plus. Oui, oui. La vérité, c'est que ça fonctionne pas comme ça et qu'en fait, aujourd'hui, c'est comme si avant, je vais prendre l'exemple d'un mail parce que c'est la bonne chose. On est en train d'écrire un mail. Pendant qu'on l'écrit, en réalité, on est en train de travailler sa structure, de travailler ses phrases, etc., d'écrire la chose. Et donc, en fait, la partie préparation et exécution se fait en même temps. On va dire, peut-être il y a 5 minutes de préparation avant, ensuite l'exécution, et à la fin, on a une relecture qui est l'aspect correction. Mais avant, on était à peut-être 5% de préparation, 80% d'exécution, 15% de relecture, correction. Okay, et donc, ça donnait un certain temps. Ça, c'est quand on écrivait un mail. Aujourd'hui, avec l'IA, si on veut écrire le même mail, la vérité, c'est qu'on va passer énormément de temps à préparer ce qu'on veut faire, à lui donner de la donnée, à lui dire, bah voilà, on veut ça, voilà la personnalité que tu dois avoir, voilà les mots que tu dois employer, etc. Voilà des informations sur mon hôtel. On ne va pas exécuter, puisque l'exécution, c'est appuyer sur un bouton. Et ensuite, par contre, la partie correction et relecture va être conséquente. Et en réalité, on n'est pas passé de 100% de temps à 0. Pour moi, on est plutôt passé de 100% de temps à 70%. On a gagné du temps et on va gagner du temps, c'est sûr. Mais c'est sur la partie exécution. En fait, on passe tellement plus de temps à préparer les choses et à les revoir après que ce n'est pas un 100 et 0. Et donc là, c'est exactement la même chose. C'est qu'il y a toute une partie où en fait, on va éduquer l'IA. Ça va prendre un certain temps et en fait, on va la préparer, on va vérifier. Elle a fait un changement, on va vérifier, mais est-ce que ce changement, je l'aurais fait? Oui, non. Et au plus ça va aller, plus elle va apprendre, et là, plus en fait, on aura moins à préparer, moins à corriger, et donc on va gagner du temps. Mais c'est vraiment un chemin qui se fait petit à petit. Donc pour résumer, si on vous fournit tout de suite une IA, c'est généralement une IA qui se colle à vos concurrents, pas plus, oui. Le temps qu'elle apprenne. C'est ça. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, mais j'aime bien ta remarque. Effectivement, parfois, on passe plus de temps à prompter, comme on dit dans le jargon, que parfois on se dit, mais merde, en fait, j'aurais mieux fait de l'écrire tout de suite, ce message, ça serait allé plus vite. C'est ça. Bon, voilà. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on se perfectionne et qu'on adopte ces outils. Et par ailleurs, tous ces outils évoluent extrêmement vite et tout ce qu'on est en train de raconter là sera peut-être pas parfaitement juste dans 6 ou 12 mois. Ça va vraiment très très vite. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner à commencer à toucher tous ces outils-là. D'ailleurs, il y a quand même une stat dans l'étude que tu as présentée au début. Je crois que c'est quasiment 40% des hôtels européens qui utilisent, donc c'est 70 qui ont un PMS. En France, j'espère un peu plus, et dans la salle, beaucoup plus. Mais il y a quasiment 40% des hôtels qui utilisent l'IA dans leur quotidien. Et encore, ça, c'est la partie visible de l'iceberg, parce que votre réceptionniste, vous ne savez pas s'il a son chat GPT qui est ouvert et qui lui permet de relire certains messages, etc. Donc, les choses ont quand même bien commencé. Oui, non, mais c'est clair, là, parce que là, on parle de l'IA comme s'il y avait une IA. En fait, il y a des IA, il y a des usages multiples et variés, et simplement sur effectivement l'usage de l'IA générative, ça c'est certain, tous les réceptionnistes de France utilisent une IA à minima pour les traductions. Donc, on l'utilise, c'est un peu comme la prose, hein, voilà, on en fait tous. Mais aujourd'hui, moi je voulais revenir un peu au RM plus précisément, parce qu'effectivement, il faut quand même un historique. Oui. Demain, je crée un hôtel ex nihilo à Niederscheffelsheim, c'est en Alsace, hein, si jamais vous aviez une interrogation. Un produit qui n'existe pas à 30 km à la ronde, que je cible en 4 étoiles, parce que voilà, si déjà je construis, autant que voilà. Donc je fais mon 4 étoiles, 40 chambres à Niederscheffelsheim, j'ai rien à 30 bornes à la ronde. Comment le RM va aller chercher des informations, enfin comment l'IA va aller chercher de l'information pour m'aider à construire ma structure tarifaire et ma distribution? L'IA, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport peut-être à des événements au salon sur lesquels ça va vous renseigner sur l'attention de marché peut-être espérée, mais là c'est vraiment dans ce cas précis, c'est là où on voit la valeur ajoutée d'un RM qui pour le coup va chercher à améliorer la distribution, améliorer la visibilité, essayer d'anticiper, chercher d'autres marchés, travailler les segments MICE, beaucoup plus que l'IA. Là c'est le cas typique où l'IA en termes de RM, elle serait juste en support tout court, et même en termes de tarification, elle mettra beaucoup plus de temps, pour répondre à monsieur, à ce qu'elle produise vraiment des recommandations
fiable. Hein. Sur le machine learning, par exemple, chez nous, chaque destination, on entraîne plusieurs agents pour qu'ils soient compatibles, pour qu'ils produisent des recommandations tarifaires pertinentes. Ça prend du temps, ça prend surtout de la donnée. Parce que quand je reviens sur le PMS, si on n'a pas de PMS ou un PMS qui est mal renseigné ou la segmentation qui n'est pas à jour, c'est compliqué d'anticiper. Là, pour le coup, l'IA ne sera pas hyper pertinente pour aller au-delà du tarif dynamique. Allez vous conseiller de fermer certains canaux pendant un moment pour ne pas se faire cannibaliser par les outillés ou pour revenir à la relation avec le CRM, vous conseillez de faire une promotion pour attirer la bonne clientèle qui vient tous les ans, sur lesquels ils ont besoin juste qu'ils soient au courant qu'ils ont réservé à peu près sur la même période pour la destination, leur donner envie pour revenir aussi. Donc, pour revenir à votre question principale, là, pour le coup, l'IA, je trouve qu'elle trouve déjà ses limites par rapport à l'humain. C'est une bonne nouvelle quand même, non? L'humain est nécessaire. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est ce qu'elle dit aussi, l'IA ne remplacera jamais l'humain. Mais de toute façon, l'IA ne remplacera jamais l'humain. L'IA, elle va simplement en fait, automatiser des choses qui ne sont pas fun à faire. Et au contraire, moi, je pense que l'avenir va être tellement plus humain. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup moins de personnes qui vont être en train de faire des jobs de copier-coller ou des jobs qui sont chronophages et pas très valorisants. Et au contraire, tout le monde va pouvoir faire des choses beaucoup plus sympas et beaucoup plus fun, en fait. Moi, je pense que l'avenir est plutôt brillant. Ah, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'était un peu là que je voulais vous emmener. Il faut donc mieux être hôtelier ou restaurateur en 2030 que comptable ou agent administratif. Parce que pour le coup, c'est des métiers qui risquent d'être challengés. Mais par contre, discuter avec un serveur ou un chef sympa, un réceptionniste sympa, ça, c'est des choses qui vont probablement être beaucoup plus appréciées à l'avenir. Mais même, il y a un point en plus, et là, vraiment, pour le coup, vous êtes au meilleur endroit possible pour l'IA, c'est que l'IA va permettre d'ouvrir le monde du voyage comme jamais. On a déjà vu, forcément, avec l'explosion d'Internet, etc., il y a eu des gens qui se sont mis à voyager, qui ne voyageaient pas avant. Mais là, avec tout ce qui est en train de sortir, les AirPods qui traduisent automatiquement, les lunettes en réalité augmentée, on voit les sous-titres dans sa propre langue de la personne qui est en train de parler. Enfin, toutes ces choses-là vont permettre de faire en sorte que des gens qui ne voyageaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas la langue, ils avaient peur de voyager dans un pays qu'ils connaissent, où ils seraient un petit peu perdus, ils vont le faire. Et en fait, on va avoir une évolution. Alors, c'est dommage, mais j'ai un graphe qui est hyper intéressant qui montre l'évolution de la technologie en rapport avec la quantité de gens qui voyagent dans le monde, et c'est proportionnel. C'est incroyable. Et avec l'IA, on va avoir encore plus de monde qui vont voyager, et donc, vous allez avoir plus de clients, et en plus, vous allez avoir plus de temps pour vous occuper d'eux. En fait, on connaissait la réalité augmentée. Nous, on aura des métiers augmentés grâce à c'est l'IA. C'est absolument formidable. Non, mais pour le coup, j'y crois vraiment. Et je pense que nos métiers vont devenir de plus en plus intéressants et pertinents, puisque on va retrouver en fait notre cœur de métier, parce qu'on va s'enlever tous les irritants. Et toutes les tâches un petit peu rébarbatives grâce à l'IA. Mais voilà, il faut une adaptation, une acculturation à la fois des équipes et une acculturation des clients. Et alors l'acculturation des clients, moi j'aimerais un petit mot de Shelly là-dessus, sur l'acculturation tarifaire des clients, puisqu'on a encore des clients qui ne comprennent pas que le prix payé le 1er du mois n'est pas le même que le 30 du mois, parce que... parce que nous, on sait pourquoi, mais les clients ne comprennent pas. Aujourd'hui, quelle est l'acceptabilité du client par rapport au prix que va nous fournir le RM? Moi, je suis à Strasbourg, tout le monde le sait. On a les marchés de Noël qui démarrent dans 15 jours. On a des tarifs qui sont parfois stratosphériques. Chez certains stratosphériques, c'est un fait. Quelle est l'acceptabilité du client par rapport à ça et aux recos qui sont en fait transmises par les RM? Après, pour répondre à votre question, là, l'idée c'est de faire vraiment des choix. En gros, quand vous travaillez déjà votre segmentation en amont, vous essayez d'anticiper les clients qui reviennent souvent, qui viennent vous voir à Strasbourg, marché de Noël, comme ils peuvent venir en basse saison. Ceux-là, peut-être les prioriser, les garder parce qu'ils sont fidèles. Mais tous les autres qui viennent que tous les ans le marché de Noël, là, pour le coup, il faut, on va dire,
on commence quand même à avoir une acceptabilité de le revenu management par rapport à des années où c'était vraiment assez compliqué. Là, ça se démocratise sur l'hôtellerie et plusieurs autres secteurs d'activité. Et pour revenir sur un peu le nerf de la guerre, c'est en anticipation. Donc l'idée, c'est de se dire, sur la période de marché de Noël, il vaut mieux plutôt essayer de vendre plus en direct, anticiper la clientèle à fort panier moyen, au prix moyen, et donc tous les autres clients qui, pour le coup, viennent que marché de Noël, essayer plutôt de les orienter, peut-être par un emailing ou autre, sur des périodes où vous êtes à des prix un peu plus accessibles, en mettant un avantage en particulier, en leur disant sur cette période-là, c'est l'événement le plus important, mais par contre, n'hésitez pas à revenir nous voir sur des périodes avec des tarifs un peu plus acceptables, en ayant un tel surclassement et autres. C'est ce que je vous conseille de faire, c'est ce qu'on fait, et pour rendre un peu les tarifs un peu plus acceptables et ne pas peut-être pénaliser un peu aussi la réputation de l'établissement. De l'établissement et globalement de la destination, de la destination d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est là où la limite est très vite atteinte parce que certaines destinations après peuvent pâtir effectivement d'un. Après, sur un autre registre, moi je constate plus que quand les clients paient plutôt moins cher, c'est là où ils, excusez-moi du terme, ils se plaignent un peu plus, où c'est un peu plus compliqué. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Je vous dis par rapport à tout le périmètre qu'on a, généralement quand il y a la très haute saison et les prix sont plutôt assez élevés, bizarrement, j'ai plutôt une clientèle un peu plus cool, pour ne pas dire autre chose. Qualifiée, pour ne pas dire qualitative. Merci. Merci beaucoup. On va bientôt prendre la pause café et on est à l'heure, hein, ce qui est quand même à souligner. Juste avant cela, pardon, il y avait une question ? Non, il n'y a que le premier rang qui est super dissipé, mais un dernier petit quiz avant la pause pour faire un petit état des lieux de votre fonctionnement. Dans votre établissement aujourd'hui, comment fixez-vous les prix ? Est-ce que c'est à l'instinct, selon la saison et le remplissage, avec un tableur Excel ou un comparateur, ou avec un outil automatisé qui utilise le machine learning, par exemple ? Un revenue management system. Là, c'est... Bon, levez voir la main, ceux qui sont à l'instinct. Un tableur Excel, un comparateur. Et qui est-ce qui a un outil dédié ? C'est quand même pas mal, hein ? C'est très bien. Purée, vous êtes bon. Franchement, pas mal. Non, mais franchement, je suis fière de vous. Bon, on a quand même affaire à la crème de la crème, aux représentants de chacun de leur département. Donc, c'est bien qu'ils soient quand même, qu'ils montrent l'exemple, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est rassurant. Je crois qu'on a tous compris qu'il fallait en effet que les outils soient au service à la fois de nos collaborateurs et de notre prestation, donc de nos clients. Je crois que c'est quand même... alors, c'est pas encore la conclusion de la matinée, mais en tout cas, jusqu'ici, on a bien compris ça. On se retrouve après la petite pause café pour parler de la relation client et de l'image. Merci à tous. Hop là. 10h45. Oui, retour à 10h45, pardon. Enfin, donc, retour à 10h40 pour démarrer à 45 précise.